Juste après avoir accouché, j'ai envoyé un texto à ma mère, je n'ai pas dormi depuis 2 jours. S'il te plaît, viens. Elle a répondu, c'est toi qui as créé ce bazar. À toi de te débrouiller. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un texto de groupe, salut, on est en retard sur le loyer. Peux-tu nous avancer 2500 $? Et puis, juste après avoir accouché, j'étais seul d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Pas seul émotionnellement, mais physiquement seul. Personne dans la salle d'attente, personne pour me tenir la main, personne n'appelant pour prendre de mes nouvelles. L'infirmière m'a poussé hors de l'hôpital en fauteuil roulant, et je n'arrêtais pas de regarder l'entrée, pensant que peut-être quelqu'un, n'importe qui, se montrerait. Rien. Je n'avais pas dormi depuis 2 jours. L'accouchement avait été long, douloureux, et la convalescence pire encore. Je ne pouvais pas garder les yeux ouverts. Je tremblais d'épuisement. Ma fille pleurait sans arrêt, et j'étais complètement à l'ouest. Je me souviens m'être assise sur le bord du lit et avoir murmuré son nom encore et encore, comme si cela allait la calmer ou peut-être faire venir quelqu'un pour m'aider. Ça n'a pas marché. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à ma mère. J'ai dit, je n'ai pas dormi depuis 2 jours. S'il te plaît, viens. J'ai attendu. Elle a répondu, c'est toi qui as créé ce bazar. À toi de te débrouiller. C'était tout. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Mes mains étaient froides, mais je ne pleurais pas. Je n'avais même pas l'énergie pour ça. Je fixais juste. Et le truc, c'est que ce n'était pas choquant. Pas vraiment, juste final. Comme une porte qui claque. C'était comme la confirmation de tout ce que j'avais craint en découvrant que j'étais enceinte et en décidant de garder le bébé. À quel point l'amour peut vite devenir conditionnel. Ma sœur n'a jamais pris contact non plus. Ce jour-là, elle a posté une photo de son brunch sur Instagram. Une seule personne est restée au téléphone avec moi quand j'ai appelé en pleurant au milieu de la nuit. Ma grand-mère. Elle était en Arizona et trop malade pour voyager, mais elle a décroché à chaque fois. Même quand je pouvais entendre la machine à oxygène en arrière-plan, même quand je l'ai appelée en sanglotant à 3 heures du matin et que je n'ai pas dit un mot pendant les 5 premières minutes, elle est simplement restée en ligne. 3 semaines plus tard, j'étais encore en train de tout gérer. Le manque de sommeil avait brouillé les jours les uns dans les autres. J'avais un emploi du temps épinglé au réfrigérateur que je ne pouvais même pas suivre. Je saignais, j'avais des fuites, j'avais mal, et pourtant, je me levais toutes les 2 heures. C'est alors que j'ai reçu le texto de groupe. Il venait de ma mère, mais elle y avait aussi ajouté mon père et ma sœur. Il disait, « Salut, on est en retard sur le loyer. Peux-tu nous avancer 2500 $? Comme si de rien n'était. Comme si nous étions juste une petite famille heureuse et que j'étais quelqu'un vers qui ils pouvaient se tourner pour obtenir de l'aide. Pas la même personne qu'ils avaient laissé complètement seule pendant l'expérience la plus difficile de sa vie. J'ai fixé ce texto tout comme j'avais fixé le précédent. Puis j'ai tapé, non, c'est vous qui avez créé ce bazar. À vous de vous débrouiller. Et j'ai appuyé sur envoyer. 10 secondes plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. Je n'ai pas répondu. Mais ce n'était que le début. Je n'ai pas répondu au texto de groupe. J'ai juste envoyé ce seul message. C'est vous qui avez créé ce bazar. À vous de vous débrouiller. Et j'en suis resté là. Pendant 2 jours, ils ont fait exploser mon téléphone. D'abord, c'était ma mère qui appelait encore et encore. Puis les textos ont commencé à arriver. Des messages culpabilisants. Elle en a envoyé un qui disait, « Nous sommes toujours tes parents, quoi qu'il arrive. » La famille s'entraide. Je n'ai même pas ouvert les autres. Puis ma sœur s'est lancée dans un long paragraphe, comme si elle faisait un TED Talk sur le pardon. Elle a dit que j'étais mesquine et immature et que j'étais clairement encore sous l'influence des hormones. Elle a même essayé de dire que j'utilisais le bébé comme une arme en refusant de les laisser revenir dans ma vie. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Aucun d'entre eux n'a demandé comment j'allais. Pas une seule fois. Pas de « Comment tiens-tu le coup ?» Pas de « Comment va le bébé ?» Rien. Juste une demande d'argent direct, comme si j'étais un compte en banque ambulant sans aucune mémoire. Je n'ai pas répondu à ma sœur non plus. Un autre jour passa et un appel arriva d'un numéro masqué. J'ai répondu par instinct.
Je pensais que c'était peut-être un médecin ou ma grand-mère qui appelait depuis une ligne d'hôpital. C'était mon père. Au début, il était désinvolte, presque chaleureux. Il a demandé comment j'allais, comment le bébé dormait. Ça m'a décontenancé pendant une seconde. Je me suis demandé s'il allait peut-être s'excuser. Puis la vraie raison de son appel est apparue. Il a commencé à parler de la difficulté de leur situation actuelle. Il a dit qu'ils étaient dans une mauvaise passe, qu'ils avaient juste besoin d'un petit coup de pouce pour s'en sortir. Il n'a même pas demandé cette fois-ci, il a simplement supposé que je comprendrais, supposé que je céderais. Il parlait comme si c'était un service que je leur devais. Je lui ai dit que je ne leur devais rien, que j'avais demandé de l'aide il y a 3 semaines alors que je saignais, épuisé et complètement seul, et qu'ils avaient décidé que je n'en valais pas la peine. J'ai dit qu'ils avaient fait leur choix. Il a changé de ton rapidement, me disant que je faisais du drame. Il a dit que j'étais juste amer et que je n'avais aucune idée à quel point les choses étaient difficiles pour eux en ce moment. J'ai raccroché. Je tremblais, non pas à cause de ce qu'il avait dit, mais à cause de la familiarité de tout cela, comme si rien n'avait changé. Il pensait toujours que tout tournait autour d'eux. Il pensait toujours qu'il pouvait dire ce qu'il voulait, faire ce qu'il voulait, et que j'allais simplement l'accepter. Cette nuit-là, j'ai tenu ma fille dans le noir et j'ai réfléchi à la manière dont j'allais la protéger de gens comme ça, même si ces gens étaient ma propre famille. Le lendemain matin, mon téléphone a de nouveau vibré. Mais cette fois, ce n'était pas eux. C'était ma grand-mère. Elle a demandé comment j'allais. Je lui ai dit la vérité. J'étais fatigué, dépassé, en colère. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a écouté tout le temps, sans m'interrompre une seule fois. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Donne-moi 2 jours. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. 2 jours plus tard, elle s'est présentée à ma porte. C'était le milieu de l'après-midi, cette étrange fenêtre de calme où le bébé était enfin endormi et où j'étais trop fatigué pour faire quoi que ce soit d'utile. J'étais assise par terre, le dos contre le canapé, à regarder dans le vide quand quelqu'un a frappé. J'ai failli l'ignorer. Je n'attendais personne. Je n'avais pas dit à mes parents où je vivais, et je n'avais pas d'amis qui passaient à l'improviste. J'ai attendu, retenant mon souffle, puis on a frappé à nouveau. Plus lentement, fermement. J'ai regardé à travers le Judas, et mon cerveau s'est bloqué une seconde. C'était ma grand-mère. Elle se tenait là avec une petite valise, un sac en toile sur l'épaule et une ridicule girafe en peluche sous le bras, comme si elle l'avait attrapée à la dernière minute. Elle semblait plus mince que la dernière fois que je l'avais vue, un peu pâle, mais ses yeux étaient vifs, concentrés. J'ai ouvert la porte et je l'ai juste regardée. Elle a prononcé mon nom et s'est avancée comme si c'était la chose la plus normale du monde. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait là, et elle m'a rappelé l'appel téléphonique, celui où elle m'avait dit de lui donner 2 jours. Elle est entrée, a posé la valise et a regardé l'appartement, le linge empilé sur la chaise, le sac d'hôpital à moitié défait, le berceau coincé à côté du canapé parce qu'il n'y avait de place nulle part ailleurs. Elle n'a fait aucun commentaire. Elle a juste dit, « Tu ne devrais pas faire ça toute seule. » Puis elle m'a dit de faire une valise. J'ai ri parce que je pensais qu'elle parlait pour elle-même. Ce n'était pas le cas. Elle a dit que nous ne restions pas là. Pas à long terme. Plus maintenant. Elle a sorti une enveloppe et l'a fait glisser sur la table. À l'intérieur se trouvait un itinéraire de vol. Aller simple, son nom dessus, pas de date de retour. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle n'était pas en visite. Elle était venue pour rester. Elle a dit qu'elle avait menti quand elle m'avait dit qu'elle ne pouvait pas voyager. Non pas parce qu'elle n'était pas malade, elle l'était, mais parce qu'elle avait besoin de temps pour mettre les choses en marche, des choses juridiques, financières, des choses qu'elle ne voulait pas expliquer par téléphone. Puis elle a rouvert sa valise et en a sorti un petit coffre-fort en métal, du genre où l'on garde des documents importants. Elle l'a placé entre nous et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des clés, plusieurs jeux. J'ai demandé à quoi elles servaient. Elle m'a dit qu'elles étaient pour la maison dans laquelle mes parents vivaient, ou avaient vécu. Elle a expliqué que la maison n'avait jamais vraiment été la leur. Il y a des années, après que mon père eut pris des décisions auxquelles elle ne faisait pas confiance, elle avait gardé la propriété à son nom. Elle les avait laissés y rester. Les avait laissés prétendre que c'était la leur. Elle a dit qu'elle avait déjà contacté un avocat.
L'avis d'expulsion avait été signifié. 30 jours. Pendant que mes parents me demandaient de l'argent, elle leur retirait discrètement le solde sous les pieds. Elle m'a dit que cette maison était censée rester dans la famille et que si quelqu'un devait y vivre maintenant, ce serait moi et ma fille. Elle l'a dit comme si c'était réglé. Pas de débat, pas d'hésitation. J'avais la tête qui tournait. J'avais mesuré ma vie en couches et en nuits blanches, essayant juste de survivre à chaque jour. Je ne m'étais même pas autorisé à penser à la stabilité, à la sécurité ou à une aide qui n'était pas assortie de conditions. Avant même que je puisse digérer cela, elle m'a tendu un autre sac. À l'intérieur se trouvaient des vêtements de bébé, des couvertures et des cartes cadeaux glissées dans les poches. Assez pour respirer à nouveau, assez pour arrêter de paniquer chaque fois que j'ouvrais mon application bancaire. Elle m'a dit que nous recommencions à zéro, que je ne devais à personne l'accès à ma vie simplement parce que nous partagions le même ADN. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie sur le canapé, je suis resté éveillé, tenant ma fille, et je me suis enfin permis de croire que quelqu'un m'avait choisi. Je ne savais tout simplement pas à quel point ce choix allait mettre mes parents en colère, car quelques jours plus tard, ils se sont présentés sans prévenir. La maison avait enfin commencé à ressembler à la nôtre. J'avais déballé la plupart des affaires du bébé, installé un petit coin dans ce qui était autrefois leur chambre d'amis, et je commençais à croire que je pouvais vraiment vivre comme ça. Non seulement survivre, mais respirer, manger assise, prendre une douche sans m'inquiéter que quelqu'un ait besoin de moi en plein milieu. C'était encore le chaos, mais c'était notre chaos maintenant. Puis la sonnette a retenti. C'était en milieu de matinée, et ma grand-mère et moi étions toutes les deux dans la cuisine. Je venais de finir de nourrir le bébé et je la tenais d'un bras, versant des céréales de l'autre quand nous avons entendu le carillon. Je n'ai même pas eu besoin de regarder. Je savais. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil. Ils étaient là. Mes parents, debout sur le porche, comme si de rien n'était. Comme s'ils ne m'avaient pas abandonné. Comme s'ils ne venaient pas d'être expulsés. Ma mère tenait des papiers. Mon père portait des lunettes de soleil bien qu'il fasse nuageux. La façon dont il se tenait là, avec une totale suffisance, m'a retourné l'estomac. Je n'ai pas bougé pour ouvrir la porte, mais ma grand-mère l'a fait. Elle ne m'a pas demandé. Elle s'est simplement approchée, l'a ouverte en grand et s'est appuyée contre le cadre. Mes parents n'ont même pas attendu d'invitation. Ma mère s'est lancée directement, brandissant les papiers comme si elle recouvrait une dette. Elle a dit, nous avons encore des choses à l'intérieur. Des choses juridiques, des formulaires fiscaux, des dossiers médicaux. Mon père a ajouté, et nous devons parler. Toute cette situation est ridicule. Nous avons construit cette maison. Nous avons payé pour les rénovations. Tu ne peux pas simplement nous la prendre. Ma grand-mère n'a pas répondu tout de suite. Elle les a laissés s'enferrer dans leur propre discours. Puis elle a dit, je vous ai laissé vous mentir à vous-même pendant des années, mais c'est fini. Elle leur a dit qu'elle avait examiné chaque dossier, chaque chèque, chaque reçu. Les rénovations qu'ils prétendaient avoir payées, c'est elle qui les avait payées discrètement parce qu'ils avaient demandé de l'aide à l'époque. Cette aide s'est transformée en une couverture de leur vie, de leur hypothèque, de leur assurance auto, et même des 2 dernières années d'impôts fonciers. Elle a dit qu'ils n'avaient aucune idée de tout ce qu'elle avait fait pour eux. Mais la vraie surprise est venue quand elle s'est tournée vers mon père et a dit, et je suis au courant du compte d'épargne. Son visage a changé instantanément. Elle a dit, celui avec 52 000 $ dedans. Celui que tu alimentes tout en disant à tout le monde que tu es fauché. Ma mère a essayé de nier, mais ma grand-mère n'était pas d'humeur. Elle a sorti un dossier de son sac en toile. Des relevés bancaires, des documents juridiques, tout ce dont elle avait besoin. Elle avait déjà vu son avocat, avait déjà tout fait notarier. Elle avait la preuve qu'ils avaient eu l'argent tout ce temps et qu'ils avaient refusé de dépenser un seul centime pour m'aider. Je suis resté là, tenant ma fille, regardant mes parents chercher des excuses. Ils ont dit des choses comme « Nous épargnions pour la retraite, nous ne pouvions pas simplement le donner », et « Ce n'était pas personnel ». Mais ça l'était. Ça l'avait toujours été. Ma grand-mère les a interrompus, leur a dit qu'ils avaient 10 jours pour récupérer leurs affaires de l'entrepôt et rester à l'écart. Elle les a avertis clairement que s'ils mettaient à nouveau les pieds sur la propriété, elle demanderait une ordonnance restrictive. Et puis, sans la moindre hésitation, elle a dit, et ne pensez même pas à toucher à ce compte.
Je l'ai déjà vidé. Chaque dernier dollar. Il est parti. Ma mère avait l'air sur le point de crier, mais mon père l'a arrêté. Il a juste fixé le sol. Ils sont partis sans un autre mot. Cette nuit-là, alors que ma grand-mère était assise sur le porche à siroter du thé comme si de rien n'était, j'ai tenu le bébé et j'ai regardé le papier qu'elle m'avait donné. L'acte de transfert de propriété de la maison. Dans 2 semaines, la maison serait à moi. La seule chose que je ne comprenais pas, c'était ce qu'elle voulait dire quand elle a dit qu'elle avait vidé le compte. Je pensais qu'elle bluffait. Je pensais qu'elle les avait peut-être juste effrayés. Mais une semaine plus tard, j'ai découvert la vérité, et elle était plus grande que je ne l'avais jamais imaginée. Une semaine s'est écoulée. C'était calme. Trop calme. Honnêtement, je n'arrêtais pas d'attendre quelque chose, un coup à la porte, un texto, une sorte d'explosion. Mais il n'y avait rien de la part de mes parents, ni même de ma sœur. C'était sinistre, comme le calme après une catastrophe où l'on ne sait pas si c'est vraiment fini. Ma grand-mère, pendant ce temps, agissait comme si tout cela faisait partie d'un plan longuement anticipé. Elle passait ses matinées à plier le linge, à fredonner et à réorganiser les tiroirs. Le soir, elle préparait du thé et lisait sur le porche, complètement imperturbable, comme si expulser ses propres enfants et démanteler leurs finances n'était qu'un mardi comme les autres. Puis, un matin, elle m'a tendu une enveloppe Kraft. Aucune explication, elle a juste dit, jette un œil quand tu auras un moment. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires. Au début, je ne comprenais pas ce que je regardais. Le nom sur le compte était familier. C'était le compte joint de mes parents, comme elle l'avait dit. J'ai feuilleté les pages. Des dizaines de transactions, de dépôts, de soldes. Puis j'ai vu le virement. Exactement 50 163 $. Disparu. Je l'ai regardé. Elle a dit, ils t'ont utilisé pour financer leur style de vie pendant plus d'une décennie. Je me suis dit qu'il était temps qu'ils te remboursent enfin. J'ai demandé où était passé l'argent. Elle a souri et a dit, là où il aurait dû aller en premier lieu, à toi. Elle l'avait transféré dans une fiducie privée à mon nom, pas directement sur mon compte, car elle savait que s'ils essayaient un jour de le récupérer légalement, ce serait plus difficile à toucher. C'était protégé, pour les urgences, pour le bébé, pour la stabilité. Pas pour dépenser follement, mais pour respirer. Je ne savais pas quoi dire. Pendant si longtemps, j'avais vécu en mode survie. Comptant les couches, sautant des repas, calculant quelle facture pouvait être repoussée d'une semaine. Et maintenant, je n'étais pas riche, loin de là, mais je ne me noyais plus non plus. Puis vint le véritable retournement de situation. Elle m'a montré un document qu'elle avait déposé il y a 2 ans, avant même que je sois enceinte. Un avenant légal à son testament, me nommant comme son héritière principale. J'étais abasourdi. Elle a dit qu'elle avait planifié cela discrètement depuis qu'elle avait vu où les choses allaient avec mes parents. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que des gens qui ne se souvenaient d'elle que lorsqu'ils avaient besoin d'argent héritent de quoi que ce soit. J'étais sans voix. Elle m'a dit, tu n'étais pas une erreur. Tu n'étais pas un fardeau. Tu étais simplement un inconvénient pour des gens qui ne te méritaient pas. C'est là que j'ai enfin compris toute l'histoire. Mes parents avaient eu l'argent tout ce temps. Ils ne m'ont pas aidé non pas parce qu'ils ne le pouvaient pas, mais parce qu'ils ne le voulaient pas, parce qu'ils ne me considéraient pas comme digne d'aide. Non, ils étaient fauchés, amers et à court d'options. Ils pensaient pouvoir m'utiliser. Au lieu de cela, ils ont tout perdu. Et c'est ma grand-mère qui s'en est assurée. Mais il restait une dernière pièce. Quelque chose que je n'avais pas vu venir, car quelques jours plus tard, quelqu'un d'autre est venu frapper. Et cette fois, ce n'étaient pas mes parents. C'était un de ces matins gris où tout semblait assourdi. La pluie glissant sur les fenêtres. Le bébé somnolent après une longue nuit. La maison silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge de la cuisine. Je commençais à ressentir ce que je n'avais pas ressenti depuis des mois, le calme. Non pas parce que tout était parfait, mais parce que le chaos était enfin à l'extérieur des murs. Puis on a frappé. Juste une fois, pas fort, pas désespéré. Prudemment. Je me suis levé et j'ai regardé à travers le Judas. C'était ma sœur. Elle se tenait là, en sweat à capuche, sans parapluie, trempée par la pluie.
Elle avait un petit sac sur l'épaule et ce même regard qu'elle avait quand elle avait fait quelque chose de mal mais voulait prétendre que ce n'était pas le cas. Sauf que cette fois, elle n'avait pas l'air sur la défensive, juste épuisée. J'ai ouvert la porte, mais je n'ai rien dit. Elle a regardé par-dessus mon épaule un instant, vérifiant peut-être si ma grand-mère allait aussi venir à la porte, puis a baissé les yeux comme si elle n'était pas sûre de devoir parler. Elle a dit, « Je sais que tu ne veux pas me voir. Je ne le voudrais pas non plus. » Je suis restée silencieuse. Elle a continué, a dit qu'elle avait tout entendu, pas de la part de maman ou papa parce qu'ils étaient trop occupés à inventer leur propre version des faits, mais de quelqu'un chez qui ils avaient séjourné temporairement. Une de ses amies qui avait tout vu se dénouer et n'avait pas pris la peine de garder le secret. C'est comme ça qu'elle a appris pour l'argent, l'expulsion, la fiducie que grand-mère avait mise en place, tout. Elle a dit, « Je ne savais pas. Vraiment pas. Je pensais que tu compliquais juste les choses. Je pensais que tu aimais le drame. » Celle-là m'a fait mal. Non pas parce qu'elle l'a dit, mais parce que c'est exactement ce qu'ils avaient tous cru. Que demander de l'aide, que lutter seul dans la maternité, que craquer et supplier pour que quelqu'un s'en soucie, c'était juste moi qui étais difficile. Elle m'a dit qu'ils avaient quitté la ville, pas ensemble, séparément. Apparemment, mon père s'était disputé avec ma mère après avoir découvert qu'elle avait essayé de lui cacher des bijoux. Des bijoux que grand-mère avait déjà vendus des années auparavant pour les sortir d'un désastre financier dont il n'avait jamais parlé à personne. Ma mère est allée vivre chez une cousine éloignée dans le Tennessee. Mon père squattait le canapé d'un type avec qui il travaillait. Ma sœur était restée. Elle a dit qu'elle voulait être meilleure. Je lui ai demandé pourquoi elle était venue. Elle a hésité, puis a dit, « Je crois que j'avais besoin de voir par moi-même que tu allais bien. Parce qu'il parle encore de toi comme si tu étais un problème. Et j'avais besoin de savoir que ce n'était pas vrai. » Je ne savais pas quoi répondre à cela. Il y avait une partie de moi qui voulait la laisser entrer. La laisser tenir le bébé, s'asseoir et parler de tout comme des sœurs devraient le faire. Mais une plus grande partie de moi, celle qui se souvenait de chaque message qu'elle n'avait pas envoyé, de chaque moment où elle avait choisi le silence, a gardé la porte là où elle était. Je l'ai remerciée de me l'avoir dit. Elle a demandé si elle pouvait voir le bébé, juste une fois. Je lui ai dit, peut-être un jour, pas aujourd'hui. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas discuté. Puis elle a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Grand-mère nous a sauvés toutes les deux. Tu l'as juste remarqué en premier. Elle s'est retournée et est repartie sur le chemin, sous la pluie. N'a pas demandé d'argent. N'a pas demandé pardon. Est juste partie. Cette nuit-là, je me suis assise avec ma grand-mère dans le salon pendant que le bébé dormait sur sa poitrine. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, mot pour mot. Elle n'a pas souri ni dit, « Je te l'avais bien dit ». Elle a juste hoché la tête et regardé par la fenêtre. Puis elle a dit, « Maintenant, tu vois ce que je vois depuis longtemps. Et maintenant, c'est à ton tour de protéger ce qui compte. » J'ai regardé autour de moi dans la pièce. Des jouets éparpillés, des vêtements de bébé pliés, une casserole sur la cuisinière. Ce n'était pas glamour, mais c'était réel. C'était sûr. C'était à nous. Finalement, mes parents ont tout perdu parce qu'ils ne savaient pas à quoi ressemblait vraiment l'amour. Ils ont utilisé les gens jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et quand les conséquences sont arrivées, ils ont blâmé tout le monde sauf eux-mêmes. Mais moi, j'ai gagné un foyer, un avenir et une promesse que je faisais tranquillement à ma fille. Chaque nuit, je la tenais en lui assurant qu'elle n'aurait jamais à supplier pour obtenir le genre d'amour qu'elle méritait. Pas de ma part.